Attends. Salut, On- Ça va? ça va toi? Oui. C'est bon. Hey, merci de te rendre disponible. Ça fait plaisir. C'est tout le temps les gens occupés qui sont les plus disponibles en général. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine Dr Anand Sai, gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Né en Inde, élevé et éduqué à Montréal, Anand est une sommité mondiale en gastro-entérologie, notamment en ce qui concerne les procédures endoscopiques avancées, dont l'échographie endoscopique. Mon invité me raconte ses origines, ses études et sa passion pour la gastro-entérologie et les techniques complexes. Une entrevue captivante avec un médecin innovateur, passionné par son domaine et qui a à cœur l'accès aux soins en gastro-entérologie à un moment où le système craque de partout. Bonne écoute. Cet épisode du balado La santé au-delà des mots est rendu possible grâce à la collaboration de Boston Scientifique. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Anand, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci, toi. Oui, merci beaucoup d'accepter l'invitation du balado La santé au-delà des mots. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait très mauvais. En tout cas, à Québec, ici, il pleut, donc j'imagine qu'à Montréal, c'est la même chose. On va parler au cours de la prochaine heure de ta carrière. Je voyais ta bio, tu es né en Inde. Donc, je me demandais à quel âge tu étais arrivé à Montréal, les liens que tu gardes avec l'Inde à ce jour. Mais en fait, je suis né en Inde, mais on est déménagé ici quand j'avais 9 mois. OK? Mes parents sont médecins. Ils se sont rencontrés à l'école de médecine en Inde. OK? Et c'est quand même quelque chose parce que c'était une école de médecine moitié homme, moitié femme dans les années 50, là. OK? Très avant-gardiste. C'est à Vellore, c'est Christian Medical College de Vellore. Puis ils sont venus ici faire leur résidence. OK? Et ils étaient supposés retourner en Inde, mais finalement, ils ont décidé de rester. OK. Donc, toi, tu accompagnais Donc, comme nouveau-né tes parents qui venaient faire leur résidence oui, au puis Québec. en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, mon père a quitté avant, pendant que ma mère était enceinte. Mhm. Fait que lui, il ne m'a pas vu avant l'âge de 9 mois. Quand même. Il était en résidence au, euh, au Jewish. OK. Et c'est ça, elle est arrivée, ma mère est pathologiste, fait qu'elle a fait sa résidence en patho ici pendant qu'elle avait moi puis ma soeur. Et ton père a quelle spécialité? Il est chirurgien général. OK. Puis lui était dans le temps que les, euh, les, euh, les gens étaient de garde, style 1 sur 3. Là. Mhm. Fait qu'il venait à la maison, je pense, 1 jour sur 3. Là. Mhm. Tu sais, tu restais le lendemain, après ta garde, puis tu partais le soir de ta lendemain de garde. Là. Et, C'était vraiment quelque chose. Là. et qu'est-ce qui a attiré tes parents donc au Québec plus qu'ailleurs dans le monde dans les années Mais il y avait 60? regardé un petit peu partout. Ils voulaient pas retourner en Inde, je pense, à cause de beaucoup de corruption. OK.
Il avait regardé l'Australie, les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi exactement ils ont décidé sur le Canada. Finalement, je pense que c'était un super choix. Le Québec en particulier, là, je pense que c'est vraiment une place spéciale, unique, très belle place pour vivre, pour élever une famille. Et quand tu regardes maintenant qu'est-ce qui se passe un petit peu ailleurs dans le monde, tu sais, OK, l'Australie, c'est une super belle place, c'est loin de tout. Les États-Unis, c'est complètement capoté là, maintenant. Là, beaucoup de leurs collègues, en fait, sont aux États-Unis, les gens de leur classe de médecine. Et moi, c'est impossible pour moi de concevoir de vivre aux États-Unis maintenant. Nous autres, on a fait 3 ans de fellow en Caroline du Sud. Ma femme Valérie est gastropède à Sainte-Justine. Et ayant vécu les 2 systèmes de santé, parce qu'on travaillait quand même comme résident, puis ensuite comme fellow, puis ensuite patron la dernière année, moi, je dis aux gens, tu ne pourrais pas me payer assez d'argent pour aller travailler aux États-Unis. Okay. Le système de santé, c'est épouvantable. Travailler dans ce genre de système. Et là, maintenant, juste la culture, les guns, tes enfants, tu ne sais jamais si tu vas les revoir après l'école. C'est fou, là. C'est complètement capoté. Là. Mais quand tu as terminé ta formation ou durant ton fellowship, là, as-tu envisagé d'aller ailleurs, d'aller aux États-Unis, de rester aux États-Unis, par exemple? Mais en fait, quand j'étais là en fellow, moi, je voulais rester. C'était quand même moins pire dans le temps. Là. Puis Caroline du Sud, c'est une belle plage. J'avais un job à Caroline du Sud, à Charleston. Mais le deal était, Valérie, elle avait son poste à Sainte-Justine. Donc, elle voulait vraiment retourner. Fait qu'on a dit, c'est sûr que si il réussit à acheter la machine à Kwando au CHUM, mais j'allais retourner. Si ça niaisait, puis il n'y avait pas de... Tu sais, des fois, là, il te promet des choses, puis là, ça finit plus, là. Peut-être qu'on allait rester encore. Mais heureusement, là, ils l'ont eu parce que je suis certain que notre qualité de vie, autant personnelle que médicale, est mieux ici qu'aux États-Unis. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. On va parler de ta spécialité tout à l'heure, mais pour nos auditeurs, d'abord, la gastro-entérologie. Qu'est-ce que c'est, un gastro-entérologue en 2023? Ben, c'est très vaste, la gastro. Là. Puis peut-être que je suis un petit peu biaisé parce que je travaille en centre universitaire. Donc, on a tous nos dadas. Donc, je fais très peu de gastro général. Mais le gastro général, maintenant, c'est vraiment rendu une spécialité presque, pas chirurgicale, mais très technique, où je pense que les gastros maintenant passent. Notre outil le plus puissant, c'est l'endoscopie, parce que tu peux faire le questionnaire autant que tu veux. Je pense même en d'autres spécialités comme cardio, tu peux tout faire, le questionnaire, etc. Mais finalement, tu vas faire l'échographie, tu vas faire l'endoscopie, et c'est ça qui va te dire oui ou non, c'est quelque chose d'organique, une maladie
physiques pour lesquelles on peut appliquer un traitement spécifique. Et je pense que maintenant, la gastro, vous savez, beaucoup de ce qu'on voit, c'est mal au ventre, misère à digérer, des choses comme ça. Mais notre rôle est devenu, pour ce genre de problème-là, qui est très fréquent, d'exclure quelque chose de dangereux. Mm-hmm. Donc, un cancer, un ulcère, des choses comme ça, avec l'endoscopie puis l'imagerie non invasive comme les scans. Mais après ça, si tout est négatif, nous autres, honnêtement, pour des symptômes de ce genre-là de maldigestion puis de ça, à part donner des antiacides puis quelques médicaments, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on peut faire. Puis il y a beaucoup d'effets de placebo dans ce genre de traitement. Fait que ça revient à dire aux gens, regarde, on essaie de vous rassurer, dire qu'il n'y a rien de dangereux. Mais à certains points, vous commencez à avoir des symptômes que beaucoup de gens ont en vieillissant. Ça fait un petit peu partie du vieillissement, je dirais quasiment un mécanisme de défense que ton corps te dit, garde, mange moins, fais attention, essaie de dormir mieux, essaie de réduire ton stress. Parce que c'est clair qu'en vieillissant, moi, je constate en gastro qu'on ne peut plus manger et vivre quand on faisait quand on était jeune. Mm-hmm. C'est clair que tu ne peux pas manger à 60 ans comme tu mangeais à 20 ans. Là. Moi, je regarde les chums de mes filles là, au souper, puis là, ils mangent toutes sortes d'affaires, puis je suis comme, profites-en, là, parce que tu vas voir, dans quelques ans, là, tu seras plus capable de faire ça. Là. C'est vraiment ça. Donc, ça, c'est la gastro générale. Puis là, le reste, la gastro plus académique, c'est que pour des maladies vraiment organiques, là, on se sépare dans certaines spécialistes dans les maladies inflammatoires de l'intestin, maladies Crohn, cholestérol, des choses comme ça, qui est devenu quasiment comme l'oncologie. On traite avec des médicaments très puissants, des immunosuppresseurs, un petit peu comme la chimio. Là, il y a des gens qui font des procédures comme moi. Et de plus en plus, avec nos procédures, on est capable de faire des traitements pour faire des échantillons de vie à l'intérieur, de faire des connexions entre les organes pour éviter des chirurgies, de faire de l'ablation de tumeurs pour éviter des chirurgies. Dans le fond, on fait beaucoup de choses maintenant qu'on appelle minimally invasive pour empêcher justement, si possible, d'avoir recours à la chirurgie. Mm-hmm. Dis-moi, mais par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, à l'époque, qu'est-ce qui t'avait attiré en gastro-entérologie? Parce que j'imagine que quand tu as postulé pour ton poste en résidence, tu n'avais aucune idée de la pratique que tu allais avoir 25 ans plus tard, parce que c'était embryonnaire à l'époque. Là. Oui, en fait, moi, j'avais été recruté en hépato, spécialiste pour le foie, puis j'allais faire un fellow en transplantation. Et puis, j'avais été recruté un petit peu au début de la gastro. Et finalement, quand j'ai commencé à faire de l'endoscopie, là, j'ai réalisé que j'aime beaucoup plus l'endoscopie que le côté, si tu veux, médecine interne, entre guillemets, intello de l'hépato, parce que l'hépato, c'est beaucoup de management des complications de la cirrhose et de suivi post-transplantation, mais pré- et post-transplantation. C'est quasiment, il passe beaucoup de temps en soins intensifs, c'est beaucoup de médecine. Et je trouvais que l'endoscopie, pour moi, ça allait plus avec la personnalité où j'ai ce qu'on dit un attention span très limité. Okay. Puis j'aime ça, essayer d'avoir une réponse, puis un diagnostic, puis une réponse au traitement assez rapide. Et donc, j'ai opté pour ça. Puis de plus en plus, comme je dis, l'endoscopie est devenue, avec les développements des accessoires, l'amélioration des endoscopes, ils sont plus petits maintenant, sont plus faciles à manipuler. On est vraiment capable de faire de plus en plus de procédures plutôt invasives, mais sans couper la peau. Unique Média, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité.
Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à uniquemedia.ca, unikmedia.ca. En regardant ton parcours, j'ai parfois l'impression que tu es un chirurgien déguisé en gastro-entérologue. Avec le recul, aurais-tu aimé être chirurgien ou Mais en fait, quand j'étais en médecine, je voulais aller en chirurgie. OK. Surtout si ton père Et est là, je chirurgien. vais te dire, oui, mais mon père est chirurgien. Mais quand j'ai fait mon stage en chirurgie générale, j'en venais pas, mais peut-être que j'ai mal tombé là, sur des patrons qui ne mangeaient pas. Ils étaient vraiment pas gentils, mais tu sais, pas gentils que des choses. Je sais pas si tu sais, comme maintenant, dans les centres universitaires, tu ne peux pas critiquer un résident ou parler le moindrement, tu sais, de façon, je sais pas, mal, entre guillemets. Ils ont tout le gros bout du bâton. Là, il faut vraiment faire attention. Et je trouve que les jeunes maintenant, ils acceptent très mal la critique. Mais dans le temps, là, on n'avait aucun recours. Tu vas aller en chirurgie, là, il fallait juste dealer avec ça. Puis moi, je me souviens, le patron, à un moment donné, on était dans la salle de repos à salle d'op. Il me regarde, il ouvre son porte-monnaie, il me pitch 20 $, il dit « Fais-moi manger ». J'étais comme « Wow ». Moi, dans le temps, j'étais comme « OK, c'est correct, mais ça me paraît un petit peu pas correct, là, c'est pas ma job, là. Mais essaie de faire ça maintenant, là. C'est impensable. Faut, de se faire frapper avec des instruments à la salle d'op. Ça fait mal, là. Tu fais pas ça maintenant, là. Moi, j'ai un collègue à Harvard, vraiment un maître de RCP qui, en faisant une CPRE, semble-t-il, il a juste comme touché la main du fellow, là, regarde, arrête ça. Elle a rapporté ça, ils l'ont mis dehors le lendemain, là. Dehors. Congédié. Oui, c'est rendu comme ça, là. C'est vraiment quelque chose. Bref, mon expérience en chirurgie n'était pas très agréable. Je trouvais qu'il ne mangeait pas, il travaillait tout le temps. Puis moi, j'aimais vraiment pas ça, en fait, être debout toute la journée à la salle d'op. Puis je trouvais qu'on passait beaucoup de temps, en fait, à attendre d'opérer au lieu d'opérer. Et je trouvais ça un petit peu plat. Puis là, quand j'ai fait mes stages de médecine, là, j'ai arrivé, c'est comme, voyons, on va dîner. Ils sont gentils. C'était vraiment un autre monde. Aussi, j'avais aussi quand même l'espoir, à un moment donné, je voulais être chirurgien plastique. Et j'ai fait le stage en chirurgie plastique. Chirurgie plastique, là, à l'hôpital, là, c'est pas la même chose qu'en privé avec les grains de beauté, là. Là, c'est le gars qui t'arrive de la ferme avec 10 serviettes autour du bras, là, complètement imbibé de sang. Puis là, tu es en train d'enlever ça pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Là, il compte qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, j'ai mis ma main accidentellement dans la machine. Puis là, moi, je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Fait que j'ai réalisé que c'était vraiment pas pour moi ce genre de travail. C'est drôle que tu mentionnes ton expérience en chirurgie générale comme ça, parce que moi, ça a été un peu similaire, mais avec l'orthopédie. Moi, je voulais être orthopédiste quand j'étais jeune, parce que j'étais tout le temps blessé. J'étais tout le temps chez l'orthopédiste et mon orthopédiste à l'époque était le docteur Labelle, je me rappelle bien, de Sainte-Justine. Et pour moi, c'était un modèle, là. Et donc, je trouvais ça attirant. Finalement, j'arrive à Québec en médecine, puis un peu comme toi, je suis comme tombé à la mauvaise place au mauvais moment. Puis je trouvais que les chirurgiens orthopédistes que j'ai côtoyés étaient des mauvais modèles de rôle. Ouais. Puis 2 semaines après, je fais mon stage de chirurgie. Puis là, c'était complètement différent. Peut-être différent de ce que tu as connu. Là, moi, les chirurgiens que j'ai connus à l'époque étaient polis, semblaient équilibrés, semblaient dormir et manger à des heures normales. Puis ça a été... Mais rétrospectivement, j'aurais aimé être orthopédiste. Encore, je regarde ce que mes collègues font aujourd'hui en orthopédie.
J'aurais aimé, moi, reconstruire des genoux. Oui, oui, oui. Mais le destin m'a amené ailleurs, puis c'est correct aussi. Là, je veux dire, c'est pas dramatique. Là. On peut faire plusieurs choses dans la vie puis être heureux, là, je pense. Donc, Mais j'ai aussi réalisé avec le COVID que je suis pas capable de garder un masque toute la journée. Je sais pas comment vous faites, là, mais ça m'a vraiment dérangé beaucoup. Là. Beaucoup. J'imagine qu'avec ton travail, ça doit être proche quand même. Comme condition, tu disais rester debout toute la journée, puis... Non, mais les procédures sont pas longues, Sont là. courtes, Sont ouais. 5 minutes, là, 10 minutes. Ouais. Puis là, tu t'assois, tu fais le rapport. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment différent. Anand, avant de parler vraiment de ton domaine de surspécialité, je profite de ta présence pour parler d'un sujet qui est vraiment à l'ordre du jour depuis trop longtemps au Québec, le dépistage du cancer colorectal. Je sais que tu as une clinique dont on va parler tout à l'heure qui est dédiée à ça. Pour toi, est-ce qu'il y a encore des tabous qui entourent le cancer colorectal en 2023 par rapport à d'autres maladies, d'autres cancers, que les gens sont gênés d'en Non, parler? je pense que les gens, quand ils comprennent l'ampleur du problème et le fait que c'est une maladie qui est 100% évitable, et quand tu leur expliques qu'en fait, la coloscopie, c'est pas une grosse affaire. En général, vous êtes endormi ou au moins la recherche de sang dans les selles, c'est pas une grosse affaire. Et c'est quand même quelque chose une maladie qui tue beaucoup de Québécois. Je pense que les gens sont ouverts, mais je pense qu'ils sont un petit peu... S'ils ne se font pas dépister, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le rapport bénéfice. Là, et que le dépistage, c'est pas si difficile que ça. Et que ça peut avoir un bénéfice assez important. C'est quoi le but du dépistage dans le cancer colorectal? Donc, le programme gouvernemental, en fait, est basé sur la recherche de sang dans les selles. Et c'est pas mauvais. Ça détecte des cancers, par contre. Ça détecte pas, en général, les lésions ou la maladie avant le stade de cancer. Le polype. Et pour nous autres, en gastro... Pardon? Le polype. Les polypes, oui. Donc, nous autres, en gastro, on favorise plus la coloscopie, la procédure qui permet non seulement de détecter les polypes, mais en même temps de les enlever. Donc, par exemple, comparé à la coloscopie virtuelle qui détecte les polypes aussi, mais ça ne prévient pas le cancer, ça dépiste les polypes et des cancers, mais la coloscopie prévient les cancers parce qu'on enlève les lésions ou les polypes qui peuvent devenir un cancer. Donc, pour nous autres, les gastro, je veux dire, la recherche de sang dans les selles, je comprends au niveau économique ou socio-économique, c'est ça qu'on a décidé était la chose la plus raisonnable à faire. Idéalement, je pense que tout le monde devrait avoir une coloscopie au moins à 50 ans, au moins une fois dans leur vie. Mais ils ont fait le compromis d'aller avec la recherche de sang dans les selles. Et c'est certainement mieux que rien. Tout à fait. Au Québec, par rapport aux autres provinces, on est en retard quand même. À ma connaissance, il y a des programmes bien installés dans les autres provinces, alors que nous, on est encore dans les balbutiements. Mais le programme est instauré. Je n'ai pas les détails sur les autres provinces, mais le programme est instauré. Les médecins de la famille sont supposés l'appliquer, le dépistage. Moi, peut-être je suis baisé parce que les patients que je vois, c'est des patients qui ont un dépistage. Mais j'ai l'impression que quand même, dans les guidelines pour les médecins de famille, c'est assez clair que à 50 ans, tout le monde est supposé avoir au moins une recherche de sang dans les selles. Comme je dis, le problème ici, c'est que c'est moins bon que la coloscopie. Et même les gens qui ont un test de dépistage positif, les listes d'attente quand même pour la coloscopie, parce qu'une fois que le test de sang est positif, on est supposé avoir une coloscopie, ça peut être un problème à certains endroits. Puis le problème s'est aggravé beaucoup pendant le COVID. La notion ou la compréhension que j'en avais, c'est qu'à échéance, quand même, les gens recevraient peut-être par la poste une enveloppe avec un peu comme le dépistage du cancer du sein. Ouais, les femmes sont sollicitées, là. Donc, on n'en est pas là encore. Oui, ça, par contre, il faudrait parler avec peut-être l'association des gastro pour comprendre pourquoi on n'est pas allé jusque-là. Mais effectivement, ce serait pas difficile d'envoyer un truc à la maison que les gens complètent puis qui renvoient par la poste
pour le dépistage. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la clinique 1037, ce que c'est, l'idée de... Tu as l'air d'un gars pas mal occupé, puis là, je regarde en plus, tu gères une clinique, donc est-ce que c'est une clinique privée, publique, Oui, la c'est mécanique une clinique derrière ça? privée. Hmm? Ouais, il existe depuis 2009, donc on arrive presque à 15 ans. Je l'avais pensé l'ouvrir dans le temps parce que justement, on manquait beaucoup de temps en endoscopie. Et il y avait des gens qui se plaignaient tout le temps. Et donc, je me disais, c'était pas pour moi, dans le fond, endoscopie, c'était pour d'autres mondes, mais j'ai quand même un intérêt pour le business, l'immobilier. L'idée, c'était d'ouvrir cette clinique et en fait, juste runner pour que ça paye les dépenses, ça paye le building, puis that's all. Mais ça donne plus de temps d'endoscopie pour mes confrères. Finalement, il n'y a pas beaucoup de confrères qui voulaient y aller. Mais dans le temps aussi, les gens, ce qu'ils pouvaient faire, ils facturaient la RAMQ pour leur honoraire professionnel et la clinique facturait aux patients le frais technique. Exact. Même si c'était comme, entre guillemets, illégal. C'est une zone grise, disons. Oui, mais le gouvernement le permettait. Mais je pense que c'est clairement illégal dans le sens que si tu regardes le Canada Health Act, on n'est pas supposé pouvoir facturer pour des services qui sont disponibles dans le système public. Mm-hmm. Donc, le coloscopie est disponible. Et quand on facturait, on avait le droit de facturer seulement le coût des médicaments. Mm-hmm. Donc, les médicaments coûtaient 10 $ à peu près, là. Mais les cliniques facturaient vraiment le coût de l'endoscopie. Il y avait beaucoup dans le temps, je pense, de mauvaise compréhension de pourquoi ça coûtait si cher. Je pense que les gens pensaient vraiment qu'on faisait de l'argent en chargeant des frais pour lesquels, semble-t-il, les gens disaient, mais vous êtes déjà payé extra quand vous voyez quelqu'un en cabinet privé, ce qui est vrai. Tu es payé comme 30 $ de plus. Ça couvre aucunement les frais de partir d'une clinique, la bâtisse, l'équipement, le personnel, le renouveau de l'équipement. Fait qu'on facturait vraiment ce que ça coûtait. Mm-hmm. Mais je pense aussi qu'il y avait un problème parce qu'il y avait quand même d'autres gens, entre autres, je pense, des ophtalmologistes, qui vraiment facturaient 2 fois le prix pour les gouttes, quand il aurait dû vraiment juste facturer les gouttes, c'est tout. Donc, je pense qu'il y a eu de l'abus par certaines spécialités qui a comme décoloré d'autres spécialités qui faisaient vraiment juste essayer de couvrir leurs dépenses. Puis, c'est vrai qu'une coloscopie, quand tu regardes le prix de la clinique, le personnel, le gouvernement du parc endoscopique, ça coûte à peu près 500 $ par procédure. Tout à fait. C'est cher, là, c'est vraiment cher. Donc, mais tout ça s'est tombé de l'autre façon parce que Maître Ménard a menacé de poursuivre le gouvernement. Et donc, finalement, ils ont complètement arrêté les frais accessoires. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de cliniques qui fonctionnaient sur le modèle où le médecin facturait la RAMQ puis la clinique facturait le patient, c'est tombé à l'eau. Parce que maintenant, pour travailler en clinique privée, il faut que tu sois complètement hors RAMQ. Et c'est faisable, mais il y a beaucoup de médecins que ça ne leur tentait pas. C'est faisable, mais c'est un peu compliqué. Ça ne marchait pas avec leur horaire pour se déconnecter puis se reconnecter. Et donc, beaucoup de ces cliniques-là sont tombées à l'eau. Nous autres, on est chanceux parce que il y a beaucoup de gastro qui sont comme à l'âge de la retraite, qui veulent libérer des places en milieu hospitalier, les prêmes en milieu hospitalier. Donc, ils sont prêts à quitter, mais à continuer à travailler en privé, complètement hors RAMQ. Et c'est bon parce que ces gens-là, sinon, ils ne feraient rien. Mais là, ils voient du monde qui sont en attente pour pas juste le dépistage. Là. Il y a des gens qui ont vraiment du sang dans leur cerveau, des symptômes. Tout à fait. Et quand ils essaient d'aller à l'hôpital, surtout depuis le COVID, c'est épouvantable. Et même quand tu regardes, là, pour nous autres, nos délais attendus comme rectoragie du sang dans tes selles en bas de 40 ans, le gouvernement trouve que c'est correct d'attendre au moins 3 mois, par exemple. C'est un P3, là, P3 ou P4. Mais la personne, là, moi, là, si j'ai du sang dans mes selles, puis je vais sur l'Internet, puis c'est marqué, mais entre autres, ça peut être un cancer, moi, je trouve que 3 mois, là, c'est trop long.
Comprenez-vous? Donc, d'attendre, puis juste envoyer ton fax quelque part, puis attendre qu'il t'appelle, c'est pas très agréable pour beaucoup de gens. Et nous autres, on voit beaucoup de gens qui ont fait ça, mais là, ils ont attendu 2, 3, 4 mois. Puis là, c'est comme quand ils ne m'ont pas appelé. Moi, je suis prêt à payer pour juste le faire. Puis on trouve des cancers, on trouve des maladies inflammatoires, on trouve des pathologies sérieuses que, malheureusement, s'ils avaient attendu, seraient vraiment beaucoup plus avancés. Puis des gens j'ai fait une entrevue à la télé à un moment donné, puis elle m'a dit, mais là, les patients, ils payent 2 fois d'abord. C'est comme ils payent leurs impôts, puis là, ils payent ici. Je suis comme, savez-vous, si ce service était disponible dans le service public, il serait dans le service public. Fait que de toute évidence, ce qui est payé en impôts, c'est pas assez pour couvrir ta coloscopie dans un délai raisonnable. Fait qu'ils ne payent pas 2 fois. Ils payent pour quelque chose qui est, à mon avis, pas disponible, en tout cas dans leur secteur, dans le système public. On est comme dans une espèce de période charnière, je pense. Là, où, mais effectivement, je ne sais pas qui t'avait posé cette question-là, mais pour le payeur de taxes, ça peut être un peu insultant de dire la moitié de nos impôts vont peut-être santé, services sociaux, puis lorsqu'on a besoin de services, on n'en a pas dans les délais raisonnables. Donc, c'est un peu un échec du système à certains égards. Donc, là où... Oui, mais c'est rendu que les patients sont de plus en plus âgés, vivent de plus en plus longtemps, les technologies coûtent de plus en plus cher. Nous autres, on met des prothèses là maintenant qui coûtent 5 000 $ la shot, qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc, tous ces coûts-là font en sorte que moi, je pense que notre système de santé, quand tu es vraiment très malade, une fois que tu es dans le système, ça va en général super bien. Il faut que tu sois malade pour entrer dans le système. Si tu as un problème de santé, mais tu n'es malheureusement pas assez malade pour mériter une hospitalisation, mais là, c'est là que tu attends. Puis l'exemple, le pire, c'est, je pense, justement, les gens en attente de prothèses de hanche qui ont très mal, mais ils ne vont pas mourir de ça. Fait que c'est sûr qu'eux autres... ils vont attendre. C'est plate. Ça coûte super cher, les prothèses. Puis le problème, c'est qu'on n'a même pas le droit, les patients n'ont même pas le droit d'acheter des assurances privées pour couvrir leurs frais en privé. Parce que c'est contre le Canada Healthcare Act aussi, ce que je trouve un petit peu nono. Je pense que le meilleur système de santé, ils ont toujours une composante privée, puis une composante publique. Puis si on a peur que les médecins vont tout aller en privé, il faut juste faire en sorte qu'on les oblige de faire X nombre d'heures en public et s'ils veulent, ils peuvent aller en privé après. Et c'est ça qui arrive en Europe. Tous mes amis en Europe travaillent jusqu'à 4 heures à l'hôpital, puis là, ils partent en clinique privée le soir, puis ils voient plus de monde en privé. Puis ça, c'est les systèmes, si je comprends bien, qui ont les meilleurs outcomes que de tous les systèmes en général. Dis-moi, la clinique 1037, donc toi, est-ce que tu y travailles ou... Moi, je travaille peut-être 2-3 semaines par année parce que pour moi, c'est compliqué. Là. Il faut se déconnecter. Puis moi, j'ai des tâches obligatoires à l'hôpital. Et là, maintenant qu'il y a de plus en plus de gastro qui sont prêts à le prendre, la relève, si je peux ne plus y aller du tout, là, je n'irai plus. Là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. On va
parler un petit peu vraiment de ton domaine de spécialité qui est l'échographie endoscopique. Donc, qu'est-ce que c'est l'échographie endoscopique donc pour monsieur, madame, tout le monde? Donc, ouais, mais donc, oui, en gastro général, on fait de l'endoscopie. On a des longs tubes noirs qui ont une caméra au bout, qui sont flexibles, qui nous permettent d'aller voir l'intérieur des organes. On a des accessoires qui rentrent dedans, qui nous permettent d'enlever des morceaux, de brûler des choses. Moi, mon scope, c'est la même chose, mais ils ont ajouté une sonde d'échographie en même temps. Donc, je suis capable non seulement de regarder en endoscopie standard, mais je peux appliquer la sonde contre la paroi, mettons de l'estomac ou du côlon. Puis, je peux regarder avec l'écho à travers la paroi et voir les organes autour. Puis, les gens peut-être ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'organes juste à côté de l'estomac, comme le pancréas, le foie, la vessie biliaire, la rate. Il y a plein de structures dans le thorax, comme les poumons, mais aussi le cœur, les ganglions, qui sont tous visibles. Et nous autres, sous guidance échographique, on est capable d'introduire des aiguilles fines pour aller prendre des échantillons avec beaucoup plus de précision et aucune douleur comparé à travers la peau sous scan. Et en plus, quand on parle de cancer, quand on met une aiguille à travers la peau, dans la tumeur, puis on le retire, on peut amener des cellules de cancer tout le long du site de biopsie jusqu'à la peau. Donc, il y a un risque d'épandre le cancer un petit peu partout. Nous autres, vu qu'on biopsie, on prend des échantillons à travers la paroi, qui souvent vont être retirés en même temps que la chirurgie, il n'y a pas de ce risque-là de répandre la maladie. Et on peut biopsier des choses qui ne sont même pas visibles au scan. Des choses de 2-3 mm, on peut les voir. On peut les voir puis les échantillonner. Il y a aussi maintenant des accessoires qui nous permettent de vider, mettons, des collections de liquide anormal, de connecter, mettons, si la vésicule est très inflammée et infectée, on peut mettre une prothèse entre la vésicule et l'estomac qui laisse le méchant sortir dans l'estomac, au lieu d'aller à une chirurgie ou de passer un tube à travers la peau, qui est très désagréable. Et plus tard, on peut enlever la prothèse ou juste la laisser là indéfiniment et les patients répondent super bien. Aussi, toutes les collections de liquide qui sont associées à une maladie qui s'appelle la pancréatite, qui fait des grosses collections de liquide autour de l'estomac. Et quand ils deviennent infectés, c'est vraiment grave. Puis avant, ces gens-là, ils mouraient. Là, même quand on les amenait à la salle d'op, ils mouraient parce qu'ils étaient tellement malades que même la chirurgie, c'était pas bon pour eux en général. Ils toléraient mal la chirurgie, puis souvent, c'était pas efficace. Les autres, ces gens-là qui sont à veille de mourir, on met une prothèse là-dedans qui connecte le liquide avec l'estomac, ça se vide, puis on peut même rentrer dedans avec un autre scope plus tard, puis enlever les morceaux qui restent, qui sont pris là-dedans, nécessaires pour vraiment éviter une chirurgie. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses maintenant de l'intérieur qu'on était incapable de faire avant. On parlait tout à l'heure de ton fellowship en Caroline du Sud. Si je comprends bien, quand tu as quitté pour la Caroline du Sud dans l'objectif de revenir à Montréal, l'appareillage n'était pas acheté. Donc, non. Tout était à faire. Il y avait des promesses. Okay. Il y avait des promesses, là, puis je me fiais à mon chef, là. Mais même quand je suis revenu, j'ai accepté de revenir parce que il ne l'avait pas acheté encore, mais c'était sur le bord. Puis quand je suis arrivé, là, je te dis, pendant 3 mois, là, j'ai couru après le bon de commande de la machine pour être certain que c'était vraiment sorti puis envoyé. Là. Donc, toi, tu arrivais vraiment avec une technique complètement nouvelle, là. Ben non, mais il y a une fille à McGill qui avait été formée. Moi, j'ai fait 3 ans. Elle a fait 1 an. On est la même année. Fait qu'elle est quand même revenue 1 an ou 2 ans avant moi. Okay. Elle avait commencé à McGill. Donc, il y avait un petit peu de taekwondo à Montréal, mais elle ne faisait pas de biopsie. Puis, moi, quand je suis arrivé, je pense que j'offrais le full gamme de l'aïkido. Puis, ce qui attirait l'aïkido, c'était une technique qui cherchait une indication. Et c'est vrai que quand on n'était pas capable, quand on était capable de juste regarder, c'était intéressant, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Mais quand je suis arrivé, je faisais des biopsies. Fait que là, quand tu donnais le rapport de patho là, au chirurgien, garde, c'est un cancer. Là, ça changeait des choses. Là, là on démontrait, par exemple, que tu avais un cancer du pancréas, mais garde, il y a une métastase dans le foie qui n'a pas été vue au scan, mais la patho est positive.
là, le patient n'est plus opérable. Donc, ça a changé le management. Et dans le temps, pour les cancers du poumon, on faisait beaucoup de cancers du poumon parce que dès qu'il y avait des ganglions médiastinales, ça changeait complètement. Tu sais, la médiastinoscopie, c'était un petit peu difficile, puis il y avait des ganglions pas accessibles. Puis nous autres, on est capable de les faire en 5 minutes. Même chez des patients, tu sais, souvent des fumeurs, là, pas en bonne shape, là, mais en 5 minutes, même sans sédation, aller chercher des ganglions médiastinales. Ça a changé complètement le management de ces patients-là. On trouvait des métastases surrénaliennes. On était capable de biopsier les surrénales. Ça, c'est stade 4. Là. Ça a changé complètement l'affaire aussi. Donc, quand la patho a sorti, là l'écoando est devenu vraiment partie de l'algorithme de work-up. Nos chirurgiens pancréatobiliaires étaient très sceptiques, justement, avec justesse. Quand j'étais arrivé, mais dès que j'ai dit, gars, juste donne-moi une chance, là, envoie-moi quelques patients, puis tu vas voir que ça va sortir des choses. Puis là, une fois ils ont vu que ça donnait, c'est drôle parce que ils vivaient très bien sans l'écoando avant. Puis là, à un moment donné, au début, moi, j'étais tout seul. Là. Puis là, à un moment donné, après 1 ou 2 ans, là, c'était comme, mais là, tu t'en vas en vacances, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, on peut pas... Tu sais, c'était là, il n'était plus capable de fonctionner de vivre sans l'écoando. Mais je me rappelle, il ne pouvait pas vivre sans toi après un certain temps. Ouais. Je me rappelle t'avoir vu présenter, j'ai l'impression que c'était au tout début là, de ta carrière, sur l'échographie endorectale dans le cancer du rectum pour le stade de la tumeur. Et à l'époque, tu ne semblais pas trop emballé par la performance de l'examen. Là. Je me rappelle, tu avais évoqué le fait Non, mais c'est parce que le TNM, tous les techniques d'imagerie il y a une précision diagnostique d'à peu près 75%. Ce qui n'est pas bon hein, dans le cancer. Ça veut dire que tu te trompes 1 fois sur 4. Ce qui n'est pas acceptable avec du cancer. À l'époque, même, c'était 1 fois sur 2 ton chiffre. Non, ça, c'est post-radiothérapie. Là. OK. Post-radiothérapie, ça ne vaut rien. 1 fois sur 2, ça veut dire que c'est bien de tirer pile ou face. Exactement, l'image. C'est la même chose. C'est la même image que tu avais utilisée à l'époque, flip of a coin. C'est ça, c'est la même chose. Là. Dis-moi, tu dis au début, la perception des collègues chirurgiens, étais-tu perçu comme une menace ou juste comme un extraterrestre? Okay. Non, mais je pense que les chirurgiens sont très autonomes. Et c'est sûr que, comme je dis, dans la littérature, il y avait une grosse littérature d'écoando qui se développait quand j'arrivais, mais il n'était aucunement au courant de ça. Aucunement. Donc, moi, quand je suis arrivé, il fallait vraiment que je leur explique, regarde, je suis capable de faire ci, ça, viens voir, tu vas voir. Parce qu'à un moment donné, un des problèmes avec, par exemple, l'adoption par les pneumologues, je pense qu'ils ne pouvaient pas croire parce que les autres faisaient des biopsies de Wang, qui avaient un yield de 30% à peu près. Puis là, ils ne pouvaient pas comprendre que moi, un gastro-entérologue, j'étais capable d'aller faire ça avec une précision de 95%, pendant que les autres zigonnaient sous fluoro, puis ça ne marchait pas. Puis c'est drôle, malgré une littérature incroyable qui était toute faite par des gastro pour les indications pulmonaires, OK? C'était pas accepté jusqu'à temps que les autres commencent à en faire et le lendemain, c'est devenu le standard of care. C'est vraiment un turf issue. En plus, ils ne pouvaient pas facturer pour ça. Donc, c'est comme quand eux autres ne le faisaient pas, c'était intéressant, mais non. Mais quand ils le faisaient, tout d'un coup, c'était évident qu'il fallait faire ça à tous les patients. Et puis, je peux dire, c'est très décevant. Hein? Je me suis rendu compte que beaucoup ce qui influence le management médical, c'est finalement ce qui est bon pour le médecin. Donc, les chirurgiens préféraient faire des médiastinoscopies que de me demander de faire la même chose en externe, pas de chirurgie, en 5 minutes. Mais quand c'était comme leur mère, là, non, fais-le pour écoando, c'est correct, je ne vais pas faire de médiastinoscopie. Il y avait vraiment un double standard pour monsieur tout le monde. Ou tu sais, il demandait l'écoando, puis là, le patient n'arrivait pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'avais du temps en stand-up, fait que je l'ai fait hier. Mais là, c'est pas correct, ça. Mm-hmm. C'est vraiment pas correct. Tu vois bien que c'était mieux de le faire par l'écoando, mais vu que tu as un petit peu de temps libre, sujeter les patients à ça.
c'était pas correct. Puis, à certains points, s'ils voulaient faire des études, ils voulaient faire des études pour comparer la chirurgie à la condo. Mais j'ai dit, regarde, moi, ça fait 5 ans que je fais des biopsies médicinales. Pas de problème, avec une précision super élevée. Moi, je pense que si tu expliques vraiment correctement les risques et bénéfices d'être randomisé à la chirurgie, personne ne devrait accepter la chirurgie. Ce serait incapable de faire l'étude. Ben oui, c'est comme, je ne vais pas participer à l'étude de même, c'est pas correct. C'est évident que c'était mieux que la chirurgie. Et la preuve, c'est que maintenant qu'ils le font, mais ils n'en font plus de médecinoscopie quasiment. Mais là, tout est réglé, ces conflits-là. Là, où, ils persistent encore. Ben, c'est réglé parce qu'ils commencent à faire de l'ébus. Okay. Ben, ils font de l'ébus, donc ils font de l'écho-endo bronchique. Mais ce qui n'est pas correct là-dedans aussi, je dirais, c'est que si tu es pour faire de l'écho-endo, de l'ébus, mais tu devrais être capable de faire aussi l'écho-endo digestif pour voir, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir en ébus que tu peux voir avec l'écho-endo ésophagienne. Donc, les bus, pour nos auditeurs, les bus, donc, c'est une échographie endoscopique à l'intérieur des bronches. C'est ça. Okay. Qui est très limité comme espace, qui permet de voir certains ganglions. Il y a beaucoup d'autres ganglions qui ne sont pas accessibles par les bus, mais qui sont accessibles par la voie digestive que moi, je fais. Et moi, je dis, si tu es pour faire les bus, au moins, sois capable de faire les deux. Comme ça, tu peux mettre le même patient, offrir tout la possibilité d'une shot. Mm-hmm. Ils ne le font pas. Là. Ils font juste les bus, puis ils ne font pas de l'écho-endo digestif. Il y a un petit peu encore des choses à régler là-dedans. Il y a quand même certains médecins ici qui font les deux, ce qui est super bien, mais il n'y a pas beaucoup de pneumologues. OK. Et as-tu plus de problèmes avec les pneumologues ou les chirurgiens? Mais là, je ne les vois plus. Là. C'est vraiment... On ne dit plus jamais avec eux autres. C'est comme... ils font tous les cas de poumon. Je faisais 400 cas par année. Là, je fais comme 4. Là. T'es complètement juste viré à la pneumo. Ce qui est bien correct. J'ai assez de travail à faire en digestif. Ça ne me dérange pas. Mais comme je dis, moi, je pense qu'il devrait quand même probablement commencer avec l'approche digestive parce que tu as accès à beaucoup de stations, la majorité des stations. Puis si ça, c'est négatif, fais l'endobronchique parce que l'endobronchique, c'est quand même moins agréable, surtout pour les patients qui ont des poumons malades. C'est quand même un petit peu plus intense. Donc, moi, je pense qu'il devrait commencer avec le digestif puis aller avec les bottes, c'est ça. C'est un échec digestif. Es-tu toujours en train d'inventer, entre guillemets, des nouvelles approches, des nouvelles techniques ou la pratique est pas mal établie là, en ce qui est indication, soit diagnostique ou thérapeutique, ou est-ce qu'on est tout le temps dans l'innovation dans ton domaine? Es-tu tout le temps en train de réfléchir à une nouvelle façon de faire quelque chose, de passer à une place différente pour drainer un kyste ou... J'avoue que je pense qu'il y a des gens qui font plus de thérapie que moi dans d'autres pays qui font des choses complètement capotées, là, que pour moi, par exemple, moi, je n'ai pas de fluoro. Fait que ça me limite dans certaines procédures et il faudrait que je travaille pour l'avoir, pour vraiment avoir tout l'éventail des techniques. Mais en même temps, ça me force à essayer de simplifier les techniques. Et maintenant, je vais essayer de l'innovation pour moi, parce que je suis quand même un des vieux écho-endoscopistes dans le monde, là. Mm-hmm. C'est plus de simplifier. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui rendent ça inutilement, inutilement compliqué et avec une espèce de vision que plus que c'est compliqué, mieux que c'est. Tu sais, ça paraît mieux là, comme ça. Là. Okay. Donc, ils font, par exemple, dans les lésions, les kystes du pancréas, qui certains peuvent être méchants, certains ne sont pas méchants. Ils cherchent tout le temps à prendre un échantillon, puis faire toutes sortes d'analyses de marqueurs tumoraux qui coûtent cher. Et quand tu regardes l'impact de ces marqueurs sur l'outcome clinique des patients, il n'y a aucune donnée à date qui prouve que c'est utile. Mais ils continuent à faire des choses comme ça. Puis moi, je dis, regarde, moi, je pense qu'on peut avoir les mêmes outcomes juste en regardant, sans toucher. Parce que quand tu ponctionnes un kyste, il y a un risque d'hémorragie, d'infection, de causer une inflammation dans le pancréas, des choses qui ne sont pas bonnes pour le patient. Et je trouve que vous faites beaucoup de choses qui, c'est peut-être intéressant, mais il ne faudrait pas faire ces choses-là hors, mettons, protocole, parce que c'est
pas clair du tout que c'est utile. Et moi, j'ai favorise aussi, on fait beaucoup d'éco-endo. J'ai appris des années que des choses qui ne sont pas nécessaires quand on fait des biopsies. Puis tout ça, donc, moi, mon focus maintenant, c'est d'essayer de démontrer aux plus jeunes, rendre la technique plus simple, moins compliquée, moins long pour tes patients, plus efficace. C'est ça qui est, je pense, on devrait faire le focus juste pour rendre ça moins lourd comme procédure. Et mon goal ultime, en fait, c'est un petit peu connexe, c'est que moi, à mon avis, l'échographie endoscopique devrait remplacer la gastroscopie. Donc, quand tu as un patient qui a mal au ventre et tu fais une gastroscopie, pourquoi pas ne pas faire en même temps une échographie? Les scopes, dans le temps, avant, étaient plus gros, fragiles, très, très chers. Maintenant, nos scopes sont la même grosseur qu'un gastroscope et ils brisent beaucoup moins souvent parce qu'ils sont toutes en technologie solide, les sondes. Fait que moi, je dis, les résidents gastro devraient, le jour 1, au lieu de faire de la gastroscopie, commencer à faire des écho-endoscopies. Mais ça fait un petit peu sauter les gens parce que beaucoup de gens en écho-endo qui trouvent qu'ils aiment ça, garder ça comme pour eux. Un parce petit que groupe ça select distingue un peu. Là. Ben oui, puis il faut que tu sois spécial pour faire de l'écho-endo. Puis moi, ma philosophie a toujours été comme, si moi je suis capable de faire ça, n'importe qui peut faire ça. Parce que je ne suis pas bon en radiologie, je ne suis pas particulièrement brillant. Donc, moi, j'aimerais ça, amener ça à tout le monde. Et moi, je pense pour les patients, comme je dis, quand tu as mal au ventre, à l'urgence, là, tu fais la gastroscopie, tu regardes son foie, son pancréas, et en plus, tu vois les choses qui ne sont même pas visibles au scan, comme des pierres dans le cholédoque, le tuyau entre ta foie. Tu vois les signes de bronchite chronique très légères. Donc, tu vois, c'est même mieux qu'un scan. Et là, tu dis, monsieur ou madame, tout est beau, là. On a vraiment, on peut pas manquer une petite tumeur avec ça. On a pris le meilleur test pour les petites affaires. Tout est beau. Tout d'une shot avec une procédure qui prend 5 minutes en externe, comparé à faire la gastroscopie. OK, on va faire un écho. Oui, mais peut-être on va faire un scan en même temps. Puis il passe 3 jours à l'urgence à attendre son scan, son écho. Et ça, quand on peut tout faire d'une shot à la salle d'endoscopie. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un chirurgien ou peut-être une formation minimale en échographie endoscopique puis faire ça, disons, en périphérie, là, des choses simples? Là, est-ce que c'est envisageable ou c'est l'hérésie? J'ai jamais il y a des gens qui, par exemple, quand j'ai cherché des fellows aux États-Unis, une des questions qu'ils posaient, c'est que est-ce que tu retournes chez toi? Parce que ça nous prend une preuve que tu vas quitter notre ville. Pour la Parce compétition. qu'ils ne voulaient pas avoir la compétition. Okay? Et moi, j'ai jamais essayé de garder ça pour moi. J'ai toujours été ouvert à former des gens qui étaient des Québécois à Montréal pour ça. Parce que je me disais, plus qu'il y a de l'écho-endo, plus qu'il va y avoir d'indications d'écho-endo. Donc, plus que les gens sont au courant que ça existe, si ces autres personnes, de toute façon, ils vont aller faire une demi-journée, 2 demi-journées par semaine, les autres ont fait 5 jours par semaine, si c'est trop long, ils vont juste les envoyer les patients chez nous. Fait que d'augmenter la connaissance de l'existence d'écho-endo va juste aider tout le monde. Là. Ça va juste en faire qu'on est plus occupé. Là. Donc, si les chirurgiens veulent l'apprendre, moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut juste que tu l'apprennes comme il faut. Mm-hmm. OK? Donc, c'est comme n'importe quoi, là. Si moi, je dis, moi, je vais faire des cholecystectomies, enlever la vésicule, est-ce que tu me laisseras faire un stage de 1 mois, là, puis aller faire ça? Non. Tu sais, ce serait rire un petit peu de ta spécialité. Fait que si tu fais l'écho-endo, fais-le comme il faut. En même temps, il y a des niveaux différents. Donc, pour apprendre l'écho-endo diagnostic, peut-être, c'est peut-être moins long que quelque chose de thérapeutique. En même temps, c'est drôle de mettre une aiguille dans un gros kiss, gros comme un football. C'est pas très compliqué, là. Mais ça peut être très utile. Donc, il faut juste que les gens soient adéquatement formés. Et j'aime juste pas ça quand les gens cherchent d'autres moyens d'apprendre l'écho-endo à part de faire de l'écho-endo. Donc, ils cherchent, je vais regarder des vidéos, je vais faire un cours avec des cochons, je vais tout faire sauf juste m'asseoir avec quelqu'un qui fait beaucoup d'écho-endo puis faire des procédures. Mais moi, je dis que quelqu'un qui fait 200 procédures supervisées, je pense que c'est quand même raisonnable. Dans beaucoup de fellowships maintenant,
mondialement, tu fais à peu près 200 cas dans ton année. Mhm. Donc, si tu peux avoir 200 cas avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, je pense que c'est raisonnable. 200 cas, toi, ça te prend combien de temps pour faire ça? Mais nous autres, on fait 60 par semaine, fait que c'est comme 3-4 semaines. Mais ailleurs, tu sais, il en faut 10 par semaine, fait que c'est plus long. Puis, Fait que, combien de cas tu fais dans ta carrière? Là? Est-ce que tu le sais? regarde, je peux te dire que dans la base de données que j'ai actuellement, que je l'ai commencé à Charleston, mais je l'ai renouvelé en arrivant en 99 ici. J'ai actuellement 55 000 procédures. OK. J'ai pas fait les 55 000, j'ai un partenaire Sarto, mais j'ai dû faire probablement un bon 30 000. Puis j'en ai fait un autre 1000 ou 2000 avant d'arriver là, de mon fellowship. Est-ce que tu apprends encore des choses aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des choses qui te surprennent ou qui... Oui, on apprend toujours du nouveau. Et c'est drôle, moi je dirais que les gens qui ont le plus d'expérience sont les gens qui pensent qu'ils connaissent le moins. Ils ont toujours la peur des choses qu'ils ne savent pas. Et c'est sûr qu'il y a des cas qui sont rendus très faciles, mais on en fait tellement de cas maintenant qu'on voit vraiment beaucoup de choses. Tu apprends toujours quelque chose ou une petite affaire que j'aurais pu faire ça un petit peu mieux comme ça. Et en regardant d'autres gens, comment ils travaillent, j'apprends souvent des choses aussi. Juste, il fait ça, c'est intéressant, elle fait ça, je n'avais pas pensé à ça. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours, toujours, toujours. Si ça se raconte, puis pour que les gens comprennent, as-tu en tête le cas, mettons, le plus spectaculaire de ta carrière ou le plus extravagant? Là? Ben, il y a des désastres, là, puis il y a Non, mais on va aller du côté les bons positif. coups, là. Le positif. Un bon coup. Ben, je sais pas, j'essaie de penser, là. Il y en a eu tellement, là, mais c'est sûr que moi, ce que je me souviens plus, c'est les désastres, là. Ah ben, Mais qui sont quand même virés comme pas pire, là. Mais j'ai un patient qui a été envoyé de McGill pour un pseudo-kyste du pancréas, mais qui n'était pas très mature. Et quand ils ne sont pas très alors, matures, c'est pas le patient qui est pas mature, là, c'est le kyste, hein, pour que les le gens comprennent. Là. kyste, Donc, oui. quand les gens font une pancréatite, tu disais tout à l'heure, une collection liquidienne se forme autour du pancréas. C'est comme on appelle ça un pseudokyste, mais donc c'est comme une espèce de boule de liquide. Puis il y a une capsule qui se forme autour de ça. Donc. Oui, puis là, normalement, on aime ça parce que des fois, ils deviennent très gros, puis ils poussent sur l'estomac, les gens ont de misère à manger, ou ils deviennent infectés, puis ils deviennent très malades. Fait qu'il faut le vider. Mais normalement, on essaie d'attendre au moins 4 semaines pour qu'il soit, comme on dit, mature, qu'il y ait une paroi parce que sinon, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, puis ça peut saigner. Et ce patient-là venait de McGill, et en plus, c'est un Américain. Et je discutais avant, OK, c'est ça, la procédure, blablabla, les risques sont ça. Je mets le truc dedans, part à saigner, là. Mm-hmm. Il a codé sur la table. OK, faites un arrêt cardiaque. Un arrêt sur la table. On l'a amené en angiographie pour essayer d'arrêter le saignement. On l'avait réanimé dans la salle. On l'avait descendu en radiologie pour qu'il essaie d'injecter dans le vaisseau sanguin pour l'arrêter de saigner. Ils n'ont jamais trouvé d'où ça saignait. Il a codé encore en radiologie, mais ils l'ont ramené. Ils l'ont amené aux soins intensifs. Puis c'était un vendredi, OK, quand c'est arrivé. Fait que là, il est aux soins intensifs, puis heureusement, il s'en est sorti. Là, le lundi, sa femme, je pense que j'avais laissé mon numéro, elle m'appelle, elle dit je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, vous avez fait mon mari vendredi. J'étais comme oui, je me souviens. Je pense que j'ai oublié ça. Je me souviens très, très bien. Puis en plus, il est revenu, puis ça, puis le Christ a arrêté de saigner. Et ils ont refusé de payer le CHUM parce qu'ils ont dit que j'ai fait une erreur. Mais je ne pense pas que j'ai fait d'erreur. C'était vraiment des complications. C'est un risque inhérent. Puis il avait besoin de la produire. En tout cas, mais juste toute une histoire comme ça. Mais c'est quand elle me dit est-ce que vous vous souvenez de moi? C'est comme oui, madame, là, je me souviens de vous. Ça, c'est ce qui donne des cheveux blancs. Tu parlais tout à l'heure des endoscopes qui sont plus solides ou plus résistants, des petits endoscopes aussi qui permettent donc parfois de passer un petit endoscope dans un plus gros.
ça m'amène à te parler un peu des liens avec l'industrie pharmaceutique, où les compagnies, souvent, des gens pensent qu'il y a trop de liens avec les compagnies pharmaceutiques, il faut faire attention, les conflits d'intérêts, puis tout ça, mais dans un domaine comme le tien, s'il n'y a pas de compagnie pharmaceutique, il n'y a pas de technique, tu ne peux pas travailler. Toi, c'est essentiel pour toi, là, la recherche, Ben le oui, c'est sûr développement. nous autres, c'est pas les médicaments, c'est des accessoires. C'est ça. Et il y a des compagnies qui font des accessoires qui, heureusement, sont à l'écoute des médecins qui leur amènent un problème. Ils disent, moi, j'ai besoin de quelque chose qui me permet de faire ci puis ça. Eux autres, ils ont des ingénieurs qui vont proposer des idées. On peut leur proposer des idées aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous autres, on a des accessoires qui ont été conçus par des médecins et d'autres accessoires qui ont été conçus par les ingénieurs qui sont venus nous voir. On a pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis on travaille vraiment ensemble. Le truc, c'est que il y a des médecins, par exemple, qui ont inventé des trucs géniaux et ils ont parti une compagnie avec ce qu'on appelle des venture capitalists qui ont investi pour le développement du produit. Mais finalement, quand la grosse compagnie l'a acheté, le médecin a quasiment pas fait d'argent parce que c'est les capitalistes qui ont investi tout pour le développer. Et puis, honnêtement, le médecin aurait jamais pu amener un produit au marché, là. C'est impossible. Mm-hmm. Peut-être un petit peu pris avec ça. Nous autres, en fait, en termes d'accessoires, nous autres, on n'a pas beaucoup d'argent à faire avec ces compagnies-là. C'est sûr qu'on donne des conférences, des choses comme ça, mais c'est normal d'être payé quand on donne une conférence. Je pense que maintenant, avec les standards de la formation médicale, c'est très, très serré en termes il faut dévoiler nos conflits d'intérêts, avec qui on travaille, etc. Il faut éviter de mentionner les noms des compagnies dans les présentations. Mais je pense qu'on est c'est quand même sain maintenant. Mm-hmm. Moi, je sais que quand j'étais résident, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était clair que surtout avec les pharmaceutiques, ils achetaient l'utilisation des produits par les médecins, là. Mm-hmm. Puis j'ai quelques amis en pharmaceutique qui m'ont, comme on dit, quand on voyait que les ventes diminuaient, mais on amenait le médecin au Mexique, là, puis là, les ventes augmentaient, ce qui est complètement pas correct. Tout à fait. Et même si les médecins disaient, oh non, moi, ça ne m'affecte pas ma pratique, c'est clair que les compagnies pharmaceutiques ne le feraient pas si ça ne donnait pas quelque chose. Mm-hmm. C'est clair. Mais je pense que heureusement, maintenant, on a complètement changé. C'est même les pharmaceutiques qui ont décidé entre eux autres, si je comprends bien, d'arrêter ça. Et là, maintenant, ils n'ont même plus le droit d'être. On n'a plus de lunch à l'hôpital, rien. Ils ne peuvent même pas dans la salle pendant une présentation. C'est très bien. Moi, je trouve que on est revenu là vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sain. Mais si les patients pensent qu'on reçoit de l'argent pour les vaccins, par exemple, c'est faux. C'est juste complètement faux, là. Des choses comme ça, ce n'est pas vrai. Mais j'avoue que dans le temps, il y avait quand même des gens qui travaillaient à certains points pour promouvoir les produits d'une compagnie parce qu'ils croyaient aussi. Mais je pense aussi que c'est quand même... Ça existe encore à un certain point qu'il y a des gens, veulent pas, que quand ils présentent, tu sens qu'ils ont un certain favoritisme pour certains produits qui doivent venir de quelque chose qui est probablement pas correct. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des disclosures puis savoir ils sont consultants pour ces compagnies-là et prendre ce qu'ils disent avec un grain de sel. C'est tout. Dans ton domaine, actuellement, là, les plus grands développements techniques, ça se situe où? C'est les scopes ou c'est plus les prothèses? Non, moi, je pense que les scopes sont rendus pas mal à maturité. Un maximum, là, parce qu'ils sont vraiment faciles à utiliser, ils sont sécuritaires, l'imagerie est super bonne. La nouvelle affaire, c'est ce qu'on appelle la biopsie optique, donc pouvoir regarder puis juste pas avoir besoin d'enlever les morceaux pour analyser, pour sauver de l'argent.
Mais ça fait des années que ça existe, toutes ces choses-là. Ça, la chromo-endoscopie, là, il y a des filtres de lumière. Là, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de mieux identifier des polypes et de les catégoriser. Personnellement, moi, je pense que tout ça, ça ira vraiment nulle part. C'est déjà allé nulle part depuis longtemps avec toutes ces choses-là parce que sont intéressants, sont quand même, quand tu regardes les données, sont assez précis, mais ça prend du temps. Et tant que ce n'est pas adopté par des organismes scientifiques en disant qu'il faut faire ça, les médecins en pratique générale qui sont payés à l'acte ne vont pas prendre 10 minutes de plus pour faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas payés et quand ce n'est pas démontré que ça augmente clairement les outcomes pour leurs patients. Donc, tout ce qui est optical biopsy, c'est très intéressant. Puis pour savoir qu'il y a j'ai vu beaucoup de vagues en endoscopie de nouvelles technologies qui sont pendant 5 ans là, dans toutes les publications, toutes les présentations, puis ça. Moi, j'ai ce que j'appelle le règle de 5 ans. Si quelque chose n'est pas rendu le standard of care dans 5 ans, ça ne va jamais arriver. Okay. Et il y a beaucoup de choses comme ça en endoscopie. Il faut comprendre aussi encore avec le côté biais que ces gens-là qui font toutes ces études-là sont tous sur les boards éditoriaux des revues et ils donnent plein de présentations partout dans le monde sur ces choses-là. Fait qu'ils ont des voyages pour aller ici et là. Donc, ils ont intérêt à maintenir l'intérêt pour ces techniques-là jusqu'à temps que ça devienne clair que, regarde, ça va nulle part, là. Donc, ça disparaît. Puis là, ils trouvent une autre bébelle qui pousse. La littérature sort. Mais comme je dis, tant que si ça ne prend pas quelque chose, si ça ne devient pas vraiment standard of care dans 5 ans, en général, ça va nulle part. La nouvelle affaire pour nous autres, c'est ces fameuses prothèses. Des prothèses luminoposing en métal. C'est des prothèses faites comme les haltères qui nous permet de vraiment accoter 2 structures un à côté de l'autre avec un gros tuyau entre les deux. C'est fait en métal, tu peux l'enlever après quelques semaines, puis ça nous permet de vraiment drainer des choses auparavant qui nécessitaient une chirurgie. Et la compagnie, justement, c'est un médecin qui a développé ça avec des venture capitalists. Ça a été vendu à une grosse compagnie qui s'appelle Boston Scientific. Et cette prothèse-là, une fois qu'il est venu sur le marché en dedans de 2 ans, là, c'était partout. Là. C'est clair qu'il va rester. Ça a complètement changé la donne pour nous autres. Ça, c'est la dernière affaire qui vraiment vient de sortir. Et l'autre chose, c'est nos aiguilles à biopsie. Finalement, on est arrivé avec une aiguille, avec une technologie qui permet vraiment d'avoir de l'histologie, pas juste des petites cellules, mais des carottes de tissu qui nous permet vraiment, avec une très haute précision de diagnostiquer le cancer ou de diagnostiquer des maladies bénignes qui mimiquent le cancer. C'est quand même c'est presque de la science-fiction. J'imagine dans l'échographie endoscopique au niveau mondial, il y a comme dans d'autres domaines, il y a un petit club là, de jet set là, des plus grands, les gens les plus connus dont tu dois faire partie. Donc, est-ce que la question, parce que je t'écoutais parler dans le groupe là, j'appellerais des super vedettes de l'échographie endoscopique, es-tu perçu comme quelqu'un qui dérange un peu? Parce que tu as l'air d'avoir un regard critique beaucoup sur certaines... Es-tu un peu dérangeant parfois? Je suis un peu un contrarien, effectivement. Et je pense que aussi, je n'ai pas peur de le dire. Et une chose que j'ai faite, qui est un gros gaffe, c'est que j'étais avec la compagnie Olympus, initialement pour les scopes. Et tous les gros bons, c'était avec Olympus. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que Pentax, pour moi, c'était mieux. Et Pentax, c'était vraiment à 10% du marché. Et j'ai décidé de switcher pour Pentax. Et c'était vraiment un scandale. Okay. Même mon patron m'a appelé. Est-ce que tu es sûr que tu vas faire ça? Tu vas être sur la blacklist? Tu n'auras plus de conférences? Je disais, non, mais regarde, le Pentax, c'est mieux. Je vais le faire. Puis ça a vraiment changé quelque chose. Fait que là il m'a dit, puis c'est drôle parce que Pentax, le logo est noir. Puis il dit, ah oui, you went to the dark side. Puis c'est comme vraiment le jour que c'est switché, c'était une autre gang de
d'entre guillemets experts, qui est le gang Pentax, puis versus le gang Olympus. Et il y a quand même des petits clics chez nous aussi, là. Dans ce domaine-là. Anan, on approche la fin de l'entrevue. As-tu une devise ou un mantra? As-tu une phrase que tu dis ou que tu répètes qui t'est associée là, au quotidien? Je ne sais pas si j'en ai une, mais j'ai développé une dernièrement. C'est que ma philosophie, c'est de faire le moins possible pour avoir le meilleur outcome. OK. Donc, si je fais beaucoup de choses, je pense que c'est parce qu'à un certain point, je ne sais pas que je coupe les coins ronds, mais je ne fais pas des choses que je vois comme juste une perte de temps. Ça ne donne rien de plus. Je ne sais pas que toi, si tu vois comme à l'hôpital, les gens qui écrivent des notes de 3 pages, puis là, quelqu'un arrive, puis réécrit tout au complet, les médicaments. C'est comme, non, le gars vient de l'écrire, là. Pourquoi tu ne marques pas juste, je suis d'accord avec CEO, j'ajouterais que. Donc, si je vois des gens qui, je suis bien occupé, je fais à 9 heures. Mais c'est sûr que si tu fais des notes de 3 pages à chaque patient, tu vas finir à 9 heures, mais tu ne vas pas améliorer l'outcome du patient. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver les façons de faire le moins pour donner, mais pas de viser des outcomes mauvais, pour vraiment viser le meilleur outcome possible, mais en faisant le moins possible. C'est excellent, ça, j'adore. J'ai toujours dans mes podcasts une petite section baguette magique, donc ça permet d'atterrir peut-être un peu plus relax. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé par magie au Québec en 2023, ce serait quoi? Moi, je pense qu'il faut accepter le concept qu'un système public peut vivre avec un système privé et il faut accepter cette idée qu'il y a 2 vitesses. Oh non, ça, c'est un système à 2 vitesses. Regarde, il y a déjà 2 vitesses dans notre système. Soyons honnêtes, là. Premier ministre Legault, là, quand il a besoin d'une coloscopie, là, il ne va pas faxer sa demande au CRDS, là. Il va avoir sa coloscopie la semaine prochaine. OK? Fait, il faut l'accepter. Il y a des gens qui vont avoir un meilleur accès parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils connaissent des gens qui ont de l'argent, qui connaissent le genre des médecins. Des gens qui sont persistants vont avoir leur examen avant quelqu'un d'autre. Il faut juste l'accepter, puis on avance. Peut-être ça permettrait de mieux l'encadrer aussi. Ben oui, puis dire, regarde, tu sais, à certains points, la personne qui a une compagnie avec 500 employés qui veut payer pour sa coloscopie, laisse-les payer. Ce serait bien de garder ce cas-là en santé, il emploie 500 personnes. Puis ça ne dérange pas de le payer. Puis en autant que ça va ouvrir une place dans le public pour les autres gens, pour obliger les médecins de faire leur quota de public. Mais quand j'ai plus de temps en salle d'op ou en endoscopie, puis on m'offre du temps quand je peux aller ailleurs, pourquoi m'empêcher de faire de l'endoscopie? C'est bien d'aller scoper en privé puis voir plus de monde. Là, il faut accepter ça. Les autres pays l'ont accepté. Il faut laisser les assurances payer, les assurances privées payer pour des gens. Et juste, on avance, là. C'est clair que le système public à 100%, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne fonctionne déjà pas. Puis il faut ouvrir l'accès au privé. Au privé. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café, un verre ou faire un tour de voiture. J'allais dire Barack Obama, mais il y a quelqu'un d'autre là, que je trouve vraiment. Non, je dirais Barack Obama. Probablement quelqu'un de vraiment intelligent. Et pour comprendre comment quelqu'un de si intelligent, comment il deal avec des gens pas intelligents. Son problème, c'était que, non, mais le racisme, comment tu fais pour ne pas juste éclater? Parce que tu vois là, ce qui est arrivé autour de lui, puis c'était clair que la même personne blanche, ça aurait été tellement plus facile, il y aurait tellement plus de coopération. À un certain point, son intelligence, ça a intimidé les gens aussi, là, mais il parlait quand même bien. Mais comment il voit comme où
où son intelligence lui a nuit ou lui a vraiment aidé et qu'est-ce qui aura changé peut-être en rétrospect là, maintenant. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, vraiment, là, la dernière question. As-tu une dernière pensée ou en conclusion d'entrevue où tout a été dit? Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour notre système de santé, mais ça va prendre une ouverture des Québécois, de l'innovation dans notre mentalité. Et j'ai rencontré, en fait, dernièrement, Denise Bombardier. OK. Elle, c'est une personne qui m'a été très controversée, mais qui m'a toujours impressionné par son intelligence, puis le fait que ça ne le dérangeait pas de dire ce qu'elle pensait. Puis je me souviens, une fois sur Paul Arcand, elle avait parlé du misérabilisme des Québécois, qui n'aimaient pas ça, voir des gens avoir du succès, tandis que les Français, par exemple, quand il y avait un souper avec le premier ministre, ils étaient fiers que leur présente quel grand vin tout le monde a bu ce soir-là. Mais les Québécois, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça que les gens... Il faudrait comme peut-être juste soit plus ouvert à ça, que dans le fond, c'est un travail d'équipe. Il y a des gens qui, s'ils réussissent, c'est pas tous des méchants. C'est pas tout... si on réussit, c'est pas en nuisant aux autres. Et dans le système de santé, je pense que l'ouverture à ce concept-là que garde, il faut accepter que le système à deux vitesses, ça existe déjà, mais il faut en profiter pour ouvrir ça à tout le monde. C'est ça, pour pas que ce soit finalement une vitesse pour tout le monde. C'est une belle façon de conclure. Donc, Anan, merci. Merci à toi. Au plaisir. C'était un grand plaisir et un grand honneur. C'est gentil, puis au plaisir de reprendre ça peut-être dans quelques temps. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.